Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Jinglian Wu. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Vous êtes donc en compagnie de Florian Dai et nous poursuivons ce portrait de Jinglian Wu, la directrice des chœurs à l'Opéra national de Paris. Dans les 2 derniers épisodes, nous avions surtout parlé de son parcours, comment est-ce qu'elle en était arrivée à être à la tête des chœurs du plus grand opéra d'Europe, ainsi que de son travail au quotidien. Ensuite, j'ai également souhaité l'interroger sur la place de l'apprentissage des langues, que ce soit pour elle dans son apprentissage du français, mais aussi comment est-ce qu'elle guide un chœur pour chanter en français ou pour chanter dans une langue qui n'est pas le français, ce qui peut être aussi difficile. Ah, d'accord. Ça, c'est très intéressant. Le français, j'adore le français. De toute façon, j'ai entendu parler que quand on apprend une langue étrangère, après la puberté, de toute façon, on garde un accent. C'est pas tout à fait vrai. Pour les Russes, ils sont très forts pour ça. Ils ont pratiquement pas d'accent. J'ai gardé un accent. Mais par contre, j'aime beaucoup écouter la différence entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Pourquoi c'est juste, pourquoi c'est pas juste. Quand on parle de E muet, par exemple, autrefois, les gens chantaient très souvent muet en sortant la bouche. Mais en fait, si vous voulez chanter un juste E muet, il suffit de retirer la langue. Essayez, muet, vous relâchez juste la langue et le E muet est là. Mais la plupart des chanteurs ne font pas ça parce qu'ils pensent qu'on ne va pas l'entendre. Donc, si vous arrivez à convaincre un chanteur de faire simplement ça, votre E muet sera vraiment naturel quand vous chantez. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça à réfléchir, à observer et à expérimenter sur moi-même, écouter l'enregistrement et expérimenter sur les artistes. Donc, c'est comme ça que j'approchais leur français. Quand j'étais chef de chœur à Strasbourg, bien sûr, le premier ouvrage en français, mes chanteurs français, il faut dire, il y a beaucoup d'Alsaciens, mes chanteurs français m'ont regardé d'un œil un peu soupçonneux, on va dire. Mais si vous arrivez à leur convaincre en disant que si moi, étrangère, je comprends, tout le monde comprendra. Et c'est bon. Et c'est vrai qu'on a sorti, mon premier ouvrage en français, c'était Iphigénie en tauride. Et on a sorti un Iphigénie, mais au niveau de diction, je pense que c'était relativement parfait. C'était pas moi qui ai dit ça, hein. Ce sont des critiques. Donc c'est ça le français, par exemple. Allemand, j'ai pris beaucoup de cours allemand. Bon, je procède exactement dans la même manière, observer, etc. Mais on sait très bien qu'il y a le Hochdeutsch, et puis il y a l'allemand. Donc j'essaie d'avoir des amis où je peux me renseigner pour savoir vraiment où sont les fermés, où sont les ouverts. C'est surtout les voyelles fermées et ouvertes. Par contre, russe, quand j'étais à Strasbourg, on n'avait pas de luxe d'avoir de coach de langue. Donc, je sais qu'à Strasbourg, il y avait une ancienne choriste qui était russe. Donc, je prenais des cours avec elle pour pouvoir lire le cyrillique. Et je travaillais avec elle pour l'ouvrage en russe en entier, marquer toutes les prononciations en toutes les langues imaginables, possibles, même en chinois. Enfin, pour trouver vraiment le juste accent, après, j'enseignais au chœur. Et à la fin du processus, je vais demander un tout petit peu de budget pour qu'elle puisse venir corriger le chœur. Ça, c'est comment on fait pour le russe. Je fais exactement pareil pour tchèque et pour d'autres langues. Italien, même au conservatoire, on a déjà eu le cours. Donc, la base, j'ai. Mais on sait très bien que le nord et le sud, ce n'est pas tout à fait la même chose. Au sud, les voyelles sont davantage ouvertes. Par contre, au nord, il y a plus de différence entre fermé et ouvert. Là aussi, je regarderai bien d'où vient le compositeur. Donc, on va essayer d'adapter comme ça. Ou bien, on va aussi d'où vient le chef pour adapter. Donc, il y a toujours des chanteurs, des artistes de chœur qui sont italiens. On peut toujours leur demander. Pour moi, ce n'est pas une honte ou bien une désavantage de demander aux artistes de chœur des choses que moi, j'ai besoin de savoir. Par contre, à Genève, comme la langue officielle suisse, il y a 4 langues officielles. Bien sûr, oui. Donc, en fait, français, italien et allemand.
Et romanche et romanche sont considérées comme langue officielle. Donc, pour ces 4 langues-là, on ne chante jamais d'opéra en romanche. Je n'avais pas de coach de langue, mais pour toutes les autres langues, j'avais un ou une coach de langue. Amsterdam, c'est encore plus luxueux. C'est n'importe quelle langue, on avait une coach de langue. À Paris, allemand, je n'ai pas de coach. Mais par contre, en français, oui. Vous savez que les Français sont assez... ils ne sont pas tout à fait d'accord pour, par exemple, les liaisons. Le ou la coach de langue est là pour définir si ici, on fait la liaison ou pas, ou bien on a beaucoup d'étrangers au cœur de l'Opéra de Paris pour corriger aussi la couleur de voyelle, pour corriger tout. Pour travailler avec les personnes individuellement, Oui. Et pas que avec vous, en fait, c'est plus Exactement, avec tout le cœur. Oui, c'est ça. Oui, parce que non seulement vous devez le maîtriser vous, mais vous devez aussi réussir à le transmettre. Oui, c'est ça. Mais avec un coach ou bien une coach, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Oui. Et puis, je fais tout à fait confiance au coach. Et les gens aussi sont beaucoup plus tranquilles. Oui, et alors vous travaillez non seulement sur la prononciation, mais aussi sur le sens avec tous les choristes, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est le sens, c'est la dramaturgie qui définit comment on interprète une œuvre. Donc, en fait, il faut déjà lire toute l'histoire, regarder toutes les indications qui sont sur la partition. Certains compositeurs écrivent très précisément ce qu'ils veulent dans la mise en scène. Bon, bien sûr, là, vous devez avoir imagination pour imaginer qu'est-ce qu'il veut. Wagner, par exemple, Richard Wagner. Très souvent, ces indications scéniques sont très précises. Donc, on peut très bien imaginer quel genre d'expression qu'il veut. Regardez le texte, regardez où est-ce que la scène se passe, regardez quels sont les rôles le chœur a à ce moment-là et quel est l'état psychologique ils ont. Crescendo, il y a crescendo surprise, il y a crescendo dramatique. Diminuendo, c'est la même chose, il y a diminuendo attendrissante, il y a le diminuendo dramatique, il y a le diminuendo tout en tristesse. Il y a le diminuendo dans l'état de défaite. Tout est différent. Donc, comment vous pouvez expliquer aux artistes de chœur? Très souvent, c'est par le théâtre. Moi, j'aime bien un petit peu jouer au théâtre. Pour aussi réveiller leur sens de théâtre. Ce sont des magnifiques comédiens, parce qu'eux, ils jouent sur scène. Donc, il suffit de leur donner une idée. Eux, ils vont vous répondre par leur idée. Et c'est ça le groupe. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir tout le monde la même idée pour une chose. Et la force, c'est pas de leur convaincre d'avoir une idée, mais c'est de leur réveiller leur sens de l'idée pour la phrase et puis de sortir eux-mêmes leur idée. Et là, on rassemble une chose. C'est comme ça, le groupe a beaucoup plus de force, selon moi. Cela fait maintenant 2 ans que vous êtes à la tête de l'Opéra de Paris. Qu'est-ce que vous avez essayé d'y apporter de nouveau? C'est un chœur qui a une infinie possibilité. C'est-à-dire qu'ils peuvent vraiment tout réaliser. Toutes les sonorités que vous avez dans votre tête, ils peuvent le faire. Donc j'essaie de développer cet éventail de couleurs, d'expressions, de nuances, pour qu'il va le plus proche possible de l'expression de la partition. Pas uniquement chanter, qu'on puisse nous entendre, pas uniquement faire que de nuances forte, fortissimo, piano, pianissimo, mais
avec beaucoup d'expressions, avec beaucoup de couleurs différentes. C'est ce que j'essaye. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a été un peu difficile pour vous, qui vous a demandé particulièrement plus de travail ou un peu posé problème? Tout le côté organisation. En fait, je vais dire comme ça, assez franchement, qu'un travail de chef de chœur dans n'importe quel théâtre, c'est un travail de chef de chœur. Je parle de travail musical. C'est uniquement selon le groupe vocal devant vous qui est différent, que vous avez peut-être une différente manière de façonner la voix. Ça, oui. Traiter de voix complètement chaude, ronde et forte, et traiter de voix plus éthérée, c'est pas de la même manière. Vous pouvez arriver à des résultats différents, donc vous devez savoir jusqu'où vous pouvez aller avec ce groupe ou bien avec un autre groupe. Mais par contre, l'organisation de l'Opéra de Paris, c'est le plus compliqué que je n'ai jamais vu jusqu'à maintenant dans ma carrière. Donc en fait, c'est là que j'ai passé beaucoup plus de temps à comprendre comment ça se fait la structure, comment ça se fait le planning. Je me souviens très bien, la première fois qu'ils m'ont envoyé le planning, je crois que je suis restée devant le planning, j'ai feuilleté le planning, je me suis dit que je comprends rien, tellement c'est compliqué. Bon, après, il faut vraiment éplucher, analyser pour pouvoir à peu près deviner comment ça fonctionne. Bon, bien sûr, après, je demande au team, à mon équipe de chœur, à mon adjoint qui est là depuis une dizaine d'années, à l'administrateur de chœur. Là, on commence à comprendre petit à petit. Et je me souviens très bien qu'ils m'ont dit, surtout mon adjoint et l'administrateur qui m'ont dit ne vous inquiétez pas, dans la maison, il y a peu de gens qui comprennent ce planning. Je me sens un peu rassurée, mais un peu vexée quand même. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a surpris en travaillant à l'Opéra de Paris? Tout à fait, surprisant bien. Le chœur de l'Opéra de Paris, ou bien on va dire l'Opéra de Paris, a une réputation difficile. C'est ce qu'on entend parler. Mais quand je suis arrivée, bon, c'est sûr que les syndicats sont puissants, ça oui, on ne peut pas dire le contraire. Mais en fait, on ne va pas dire que tout ce qu'ils demandent ne sont pas censés. Non. Donc, la première chose que j'ai appris avec cette surprise en bien, c'est de s'asseoir et réfléchir à ce qu'ils demandent. Cette demande de façade, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cache derrière? Est-ce qu'on ne doit pas traiter les choses qui sont derrière d'abord? Je me suis dit, au tout début, bon, ok, je vais changer d'une fosse aux ours de petite taille à une grande cage à lion de grande taille. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, cette fausse idée de l'Opéra de Paris est difficile, ou bien le cœur de l'Opéra de Paris est difficile, est fausse. C'est-à-dire, vous connaissez les Français, vous êtes française. Il faut qu'ils disent ce qu'ils pensent. Qu'ils disent haut et fort ce qu'ils pensent. En fait, c'est ça qui fait leur réputation de difficile. Mais si on leur demande de parler un peu, peut-être pas si fort, et laissez-nous le temps de voir. Et puis on comprendra la raison. On arrive à résoudre ou pas, ça c'est une chose. Mais au moins comprendre, ça c'est l'essentiel. Oui, déjà se sentir écouté, c'est énorme. Oui. Donc c'est possible d'avoir peut-être un dialogue et même qui permette d'enrichir le cœur. Tout à fait, oui. Et en fait, très souvent, au tout début, on ne peut pas s'empêcher quand il hausse la voix, je hausse aussi un peu. Mais en fait, après, quand on se calme, très souvent, on se trouve que le terrain d'entente est grand. C'est-à-dire, il y a plein de choses, on est d'accord. Mais seulement, ils ont une vision d'un côté de barrière et moi, j'ai une vision de l'autre côté de barrière. Et si on arrive à se comprendre, peut-être on arrive à trouver le juste au milieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire. De mon niveau, je ne peux pas le faire. Mais je peux répéter là-haut pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment et qu'est-ce qu'ils demandent vraiment. Qu'est-ce qu'on a besoin vraiment. Parce que vous êtes aussi un peu responsable dans ce sens-là face à l'organisation de transmettre les demandes du chœur. Oui, je suis aussi un peu le responsable une partie de responsable de leur bien-être au travail. La tâche est très grande. En fait, ils ont un planning très chargé. Donc, il faut savoir, on dit ça en français, pour que les chevaux courent loin, il faut ménager les chevaux. Alors,
Dans ce cas-là, il faut ménager les chanteurs. Et pour terminer, est-ce que vous avez quel projet vous avez encore? Que ce soit l'Opéra de Paris ou bien comme développement, qu'est-ce qui vous motive encore? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans le futur? Dans le futur, tout ce que je n'ai jamais fait, il y a certains ouvrages que j'aimerais bien diriger. Je ne sais pas si j'ai encore l'occasion, mais j'aimerais bien diriger certaines choses. Si je n'ai pas l'occasion, je ne vais pas me sentir... Mais ça serait bien. Voilà. Pouvoir diriger un peu plus, parce que là, maintenant, ça fait... depuis que j'ai... on va dire que on est vraiment... le planning est très chargé, on est vraiment très occupé, donc il n'y a pas d'occasion pour moi de diriger de quoi que ce soit. Donc, j'aimerais bien pouvoir diriger un tout petit peu, être un tout petit peu en devant de la scène que uniquement derrière. Et faire des ouvrages que je n'ai jamais faits. Il y a encore plein. Nous voici donc à la fin de cet épisode, mais aussi de la série sur Jinglian Wu, chef des chœurs de l'Opéra de Paris. Pour conclure, je vous laisse écouter le chœur qu'elle a donc entraîné, qui chante Roméo et Juliette. Tout à l'heure, nous avions entendu l'acte 1, Vérone vit jadis deux familles. Et maintenant, voici l'acte 3, Au jour de deuil.